Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Dans le cadre des instructions relatives à la mise en ligne de contenu pédagogique au profit des étudiants, j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo sur les lentilles minces qui font partie du programme de physique de la première année tronc commun Sciences de la nature et de la vie. Cette vidéo s'ajoute à celle d'optique et des autres modules précédemment élaborés et partagés par mes chers collègues, dont je salue l'esprit d'initiative, la bienveillance et les efforts consentis en espérant qu'elle apportera bienfaits et satisfaction. J'ai cru bon partager l'étude des lentilles minces en deux parties. La première comporte des notions de cours. Elle a été morcelée en 8 vidéos pour des raisons purement techniques. La seconde est sur l'application de ces notions à travers la résolution de 2 exercices qui vous ont été proposés en TD, partagés en 2 vidéos. Pour pouvoir suivre ces vidéos, une assimilation des cours précédents est plus que nécessaire, principalement le phénomène de réfraction, les notions d'objets et d'images réelles et virtuelles, ainsi que le dioptre plan et sphérique. Au cours des 10 vidéos proposées, il sera question de définir une lentille mince en montrant comment on peut obtenir les caractéristiques de l'image analytiquement et géométriquement. Commençons par définir une lentille. La lentille est un corps transparent limité par 2 dioptres dont l'un au moins est sphérique, c'est-à-dire qu'elle est formée soit de 2 dioptres sphériques, par exemple 2 dioptres sphériques convexes pour former ces 2 faces et donner ce qu'on appelle une lentille ménisque à bord mince, ou bien la première face est un dioptre sphérique convexe et un concave pour la seconde face, c'est ce qui s'appelle une biconvexe, ainsi de suite. La lentille peut également être constituée d'un dioptre plan et d'un dioptre sphérique. Le dioptre plan peut être en première face ou bien en seconde face, avec autant de choix possibles pour le dioptre sphérique entre convexe et concave, donnant à chaque fois une forme de lentille. Placée sur l'axe optique, une lentille possède un indice absolu, une épaisseur, 2 sommets, 2 centres permettant de définir les rayons de ces 2 faces. Quand l'épaisseur de la lentille est très petite par rapport à ses rayons, ces 2 sommets coïncident pour former un point unique qui devient le centre de la lentille, pouvant être perçu mathématiquement comme l'origine de l'axe optique. La lentille devient alors une lentille mince et on a 2 types de lentilles minces. La lentille convergente, représentée par un segment perpendiculaire à l'axe dont les extrémités sont des flèches pointées respectivement vers le haut et le bas, et la lentille divergente, représentée par un symbole légèrement différent, en inversant le sens des flèches du symbole de la lentille convergente. Déterminer la nature d'une lentille, c'est savoir si elle est convergente ou divergente. Toutes les lentilles qui seront considérées dans ce qui suit seront des lentilles minces, même si le terme mince sera parfois omis. Il est primordial de savoir comment une lentille mince réfracte un faisceau lumineux. Si on considère une lentille convergente et un faisceau cylindrique, celui-ci est focalisé par la lentille en un point unique, appelé foyer image, noté F' majuscule, d'où le terme convergente en rapport avec la faculté de la lentille à rapprocher les rayons vers l'axe optique. La lentille divergente par contre fait l'effet inverse devant un faisceau cylindrique ou alors a tendance à éloigner les rayons de l'axe optique, d'où le terme divergente. Le prolongement des rayons réfractés converge vers un point unique, le foyer image. Revoyons tout ceci en image. Tout comme le dioptre sphérique, il existe un deuxième point pertinent noté F majuscule, appelé foyer objet. Que ce soit pour la lentille convergente ou pour la lentille divergente, les 2 foyers sont des points de l'axe optique toujours séparés entre eux par le centre de la lentille mince et se trouvent à distance égale de ce centre. Cette distance
s'appelle la distance focale. Le fait que le centre de la lentille joue le rôle d'une origine avec des valeurs négatives à sa gauche et positives à sa droite permet d'introduire des mesures algébriques qui sont des longueurs mesurées à partir de haut et qui peuvent être positives ou négatives, contrairement à une longueur ordinaire toujours positive. Comme vous l'aviez vu auparavant, la quasi-majorité des longueurs d'optique géométrique sont des mesures algébriques et l'exemple typique de ces mesures algébriques est celui des distances focales objet-image. Notez avec une barre en haut la notation spécifique des mesures algébriques pour ne pas les confondre avec les longueurs toujours positives, notées sans barre comme la distance focale. Il ne faut surtout pas confondre longueur et mesure algébrique en ayant en tête qu'une longueur ordinaire est la valeur absolue de sa mesure algébrique. S'il y a deux types de lentilles, comment peut-on savoir qu'une lentille est convergente ou divergente? À vrai dire, il y a deux façons pour le savoir. Premièrement, suivant la position des foyers. Vous l'auriez sans doute remarqué qu'ils n'étaient pas situés de la même façon pour les deux types de lentilles. Pour la lentille convergente, le foyer objet est situé à gauche du centre optique et définit donc une distance focale objet négative, tandis que c'est la distance focale image qui est positive. En revanche, la situation s'inverse pour la lentille divergente, où c'est le petit f qui devient positif et petit f' négatif. La deuxième façon consiste à introduire ce qu'on appelle une vergence, définie comme l'inverse de la distance focale image. Elle a donc la dimension de l'inverse d'une longueur et son unité en système international est le mètre-1, qu'on appelle dioptrie, noté souvent par la lettre grecque delta. Ainsi, on a deux possibilités. Si la vergence est positive, la lentille est convergente et elle est divergente pour une vergence négative. Si un objet est placé devant une lentille mince, sa position est une mesure algébrique mesurée à partir du centre de la lentille. Connaissant celle-ci, tout l'intérêt serait de connaître également la position de l'image. Comme pour le dioptre sphérique, la relation liant la position de l'objet et l'image s'appelle la relation de conjugaison, à partir de laquelle on peut tirer la position de l'image. Et comme pour le dioptre sphérique, on veut aller au-delà d'une simple connaissance de la position de l'image en déterminant sa nature, c'est-à-dire savoir si elle est réelle ou virtuelle. La règle est toute simple. La lentille placée sur l'axe optique va partager le plan en deux parties. Une partie gauche négative et une partie droite positive. La partie négative est l'espace objet réel, image virtuelle. Et le côté positif représente l'espace objet virtuel, image réelle. Autrement dit, si l'objet est placé à gauche de la lentille, il est réel. Et si l'image se forme dans cette même région négative, elle est virtuelle. Maintenant, si l'objet est à droite de la lentille, c'est-à-dire quand sa position est positive, c'est un objet virtuel. Et si la position de l'image est positive, elle est réelle. Cette règle est valable pour les deux types de lentilles, de même que la formule de conjugaison. C'est donc le signe des positions de l'objet et de l'image qui détermine leur nature. Tout comme le dioptre sphérique, l'image d'un objet n'a forcément pas les mêmes dimensions que lui. Elle peut être plus grande ou plus petite, droite ou renversée. Tout dépend de la nature de l'objet et sa position vis-à-vis du foyer objet. Pour une lentille convergente, l'analyse mathématique de la formule de conjugaison montre que pour les différentes positions possibles de l'objet sur l'axe optique, les caractéristiques de l'image seront comme suit. Si l'objet est réel à l'infini, l'image se forme au foyer image. Le foyer image est le lieu de formation d'objets à l'infini. Si l'objet réel n'est plus à l'infini, mais à gauche du foyer objet, son image est réelle, réduite et renversée, formée à droite du foyer image.
Au fur et à mesure que l'objet avance vers le foyer objet, l'image s'éloigne à gauche en s'agrandissant tout en restant renversée par rapport à l'objet. Quand l'objet réel est à une distance égale au double de la distance focale de la lentille, son image est symétrique par rapport à l'origine et a également la même taille que lui en restant renversée. Quand l'objet réel est à une distance inférieure au double de la distance focale, son image est plus grande que lui et continue à s'agrandir en s'éloignant du foyer image au fur et à mesure que l'objet avance vers le foyer objet. Quand l'objet se trouve au foyer objet, son image se forme à l'infini. Tout objet au foyer objet donne une image à l'infini. Quand l'objet réel avance vers le centre de la lentille, c'est-à-dire quand il est entre le foyer objet et la lentille, son image devient droite, virtuelle et agrandie. C'est ce qu'on appelle une loupe, définie comme étant une lentille convergente dans laquelle l'objet est placé entre la lentille et son foyer objet. Au fur et à mesure que l'objet avance vers la lentille, son image avance vers le foyer objet en se réduisant tout en restant droite et agrandie. Quand l'objet est à mi-chemin entre la lentille et le foyer objet, son image se forme au foyer objet, sa taille est 2 fois plus grande que l'objet. La taille de l'image diminue au fur et à mesure que l'objet avance vers la lentille en restant plus grande que celle de l'objet. Maintenant, si l'objet est virtuel, situé entre la lentille et le foyer image, son image est réelle, droite et réduite. Elle se réduira davantage plus l'objet virtuel s'approche du foyer image en restant droite. Quand l'objet virtuel est au foyer image, son image se forme à mi-chemin entre lui et la lentille, et la taille de l'image est réduite de moitié. L'image continue à se réduire au fur et à mesure que l'objet virtuel avance à droite du foyer image. Enfin, quand l'objet virtuel est à l'infini, son image se forme au foyer image. Revoyons tout ceci en image. Pour la lentille divergente, on a les cas de figure suivants. Si l'objet est réel à l'infini, son image se forme bien entendu au foyer image. Lorsqu'il est à gauche du foyer image, son image est virtuelle, droite et réduite, située entre le foyer image et le centre de la lentille. Au fur et à mesure que l'objet avance vers le foyer image, son image s'agrandit et avance vers la lentille en restant droite et plus petite que lui. Lorsque l'objet réel est au foyer image, son image est à mi-chemin entre lui et la lentille. La taille de l'image est réduite de moitié. Plus l'objet avance vers la lentille, plus son image s'agrandit en restant droite et plus petite que lui. Quand l'objet est virtuel, situé donc entre la lentille et le foyer objet, son image est réelle, droite et agrandie. Elle s'agrandit davantage plus l'objet avance vers le foyer objet. Maintenant, si la position de l'objet virtuel est égale à la moitié de la distance focale, son image se forme au foyer objet. Sa taille est 2 fois plus grande que celle de l'objet. Au fur et à mesure que l'objet virtuel avance vers le foyer objet, son image s'agrandit. Bien évidemment, si l'objet virtuel est au foyer objet, son image ne peut être qu'à l'infini. Si l'objet virtuel est à droite du foyer objet, l'image formée est virtuelle, agrandie et renversée. La taille de l'image diminue au fur et à mesure que l'objet virtuel avance à droite du foyer objet
en demeurant plus grande que l'objet, jusqu'à ce que l'objet soit à une distance égale au double de la distance focale, où objet et image auront la même taille. Puis l'image devient plus petite que l'objet, en se réduisant davantage au fur et à mesure que la position de l'objet virtuel s'accroît. Si l'objet virtuel est à l'infini, son image se forme bien évidemment au foyer image. Revoyons tout ceci en image. On vient de voir que la taille de l'image peut être plus grande ou plus petite que celle de l'objet. Mais comment quantifier exactement l'augmentation ou la réduction de taille? Ceci revient à comparer la taille de l'image à celle de l'objet. On montre que le rapport de la taille de l'image par la taille de l'objet est égal au rapport de la position de l'image par celle de l'objet. C'est ce qu'on appelle le grandissement transversal, noté généralement par la lettre gamma. Ainsi, la taille de l'image peut être directement déduite de celle de l'objet en multipliant cette dernière par la valeur absolue du grandissement. Si nous venons de prendre la valeur absolue du grandissement transversal, c'est que ce dernier peut être positif ou négatif. Son signe renseigne sur l'orientation de l'image par rapport à l'objet. En effet, un gamma strictement positif signifie que l'image est droite, et un gamma strictement négatif veut dire qu'elle est renversée. La comparaison à 1 de la valeur absolue de gamma permet de déduire que l'image est agrandie si cette valeur absolue est strictement supérieure à 1, et l'image est réduite si la valeur absolue est strictement inférieure à 1. Enfin, il est évident qu'une valeur absolue du grandissement transversal égale à 1 signifie que objet et image ont exactement la même taille. Il est également évident que gamma est sans dimension, donc sans unité. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent concernant les caractéristiques de l'image relève de l'analytique. Par la simple connaissance de la distance focale et de la position de l'objet, on peut également déduire géométriquement les caractéristiques de l'image, que la lentille soit convergente ou divergente. Nous aurons juste besoin de dessiner au moins 2 rayons et suivre un certain nombre d'étapes, à commencer par placer la lentille sur l'axe optique, ensuite reporter les foyers à leur place adéquate suivant la nature de la lentille. À titre d'exemple, nous venons de choisir une lentille convergente. Ensuite, on place l'objet à sa position suivant sa nature. Nous allons choisir à titre d'exemple un objet réel, que nous placerons donc à gauche de la lentille. L'étape suivante consiste à tracer au moins 2 rayons, mais pas n'importe lesquels. Dans ce contexte, on peut penser aux rayons issus de l'infini parallèles à l'axe, car on sait qu'en se réfractant, il passera par le foyer image. On connaît également le comportement du rayon qui passe par le centre et qui n'est jamais dévié. Bien que 2 rayons suffisent, on peut aussi utiliser un troisième issu de l'objet et passant par le foyer objet. Celui-ci ne peut se réfracter que parallèlement à l'axe optique en allant vers l'infini. L'image se forme au point d'intersection de ces rayons. Dans cet exemple, elle est réelle, réduite et renversée. Analytiquement, on obtiendrait le même résultat. Nous verrons comme application d'autres constructions géométriques, notamment celles faisant intervenir des objets ou des images virtuelles. Revoyons tout ceci en images.
Résumons tout ce qui vient d'être dit. Une lentille mince peut être convergente ou divergente. En plaçant la lentille sur l'axe optique, on distingue deux points symétriques par rapport au centre de la lentille. Le premier point est le foyer objet, où un objet placé sur ce point donne une image à l'infini, et le second point est le foyer image, lieu de formation des images d'objets à l'infini. Les deux foyers permettent de définir respectivement les distances focales objet-image qui représentent deux mesures algébriques de signes opposés. Le centre de la lentille sépare l'axe optique en parties négatives et positives. L'emplacement des foyers dépend de la nature de la lentille. Si par exemple elle est convergente, F se trouve à gauche du centre de la lentille. Il définit donc une distance focale objet négative. Pour la lentille divergente, c'est tout à fait l'opposé. Ainsi, le signe des distances focales renseigne sur la nature de la lentille. De façon équivalente, on peut aussi déterminer la nature de la lentille par sa vergence, qui est positive pour la lentille convergente, négative pour la divergente. La nature de l'objet et de l'image dépend de leur position vis-à-vis des parties négatives et positives du plan. Lorsqu'on étudie la lentille mince, on s'intéresse particulièrement aux caractéristiques de l'image qui sont sa nature, son sens par rapport à l'objet et sa taille. Pour savoir si l'image est réelle ou virtuelle, il faut connaître sa position, déduite de la formule de conjugaison. La nature de l'image dépend donc du signe de sa position en tant que mesure algébrique. Pour savoir si l'image est droite ou renversée, il faut calculer son grandissement transversal, puis le comparer à 0. En le comparant à 1 par valeur absolue, on peut savoir si l'image est réduite ou agrandie. Le grandissement permet aussi de calculer la taille de l'image. Les caractéristiques de l'image peuvent être également obtenues géométriquement. Une fois la lentille, les foyers et l'objet placés sur l'axe optique, on aura besoin de tracer au moins deux rayons. Sachant qu'un rayon issu de l'infini parallèlement à l'axe et passant par l'objet passe par le foyer image après réfraction, et sachant aussi que tous les rayons qui passent par le centre de la lentille ne sont pas déviés, en particulier celui qui passe par l'objet, l'image se forme au point d'intersection de ces deux rayons réfractés. C'est l'essentiel à retenir des lentilles minces. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur deux exercices d'application. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.